time! Five rounds for the undisputed UFC Et salut tout le monde, c'est Nico, soyez les bienvenus dans MMA Club spécial, MMA français, MMA francophone qui s'exporte, puisqu'on va parler du Hexagone MMA. 4e édition, elle aura lieu à Dubaï dimanche prochain, le 28 août, et la 5e édition, samedi 15 octobre, à Oberhausen en Allemagne. Pour en parler, je suis avec monsieur Laurent Pourru, un des 5 cofondateurs du Hexagone MMA. Bienvenue dans MMA Club et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Nico, écoutez, merci pour l'invitation lancée aussi. Ravi d'échanger avec vous. Ouais, ça fait vraiment plaisir. Donc je me suis pas trompé, vous êtes bien 5 à avoir cofondé Hexagone MMA. On est 4. Vous êtes 4. J'étais presque. On est 4, mais bon, c'est pas très grave. J'ai vu les deux en fait. pas très Alors faudra que je regarde. J'ai vu les deux. J'ai vu 4 et j'ai vu 5. Alors j'ai misé sur 5. Alors du coup, je vais vous laisser vous me présenter l'organisation dans les grandes lignes, petit organigramme, budget par événement, éthique sportive et managériale par exemple. Oui, écoutez, tout d'abord, je voulais qu'on se présente. En fait, Hexagone MMA a été lancé en 2021 par différentes personnes qui ont des pédigrés très différents. Quand je parle de pédigré, c'est un sens assez large. Tout d'abord, il y a mon frère et moi qui sommes dans les sports de combat depuis 2005. On a créé en 2005 une entreprise qui s'appelle Fighting Spirit et qui existe toujours pour la distribution de droits sportifs autour des sports de combat. Et on a représenté des marques comme PFL, comme le M1, et il y a très longtemps, une marque qui s'appelait Cage Rage, si ça vous parle, Nico, qui était une marque de Grande-Bretagne et qu'on avait découvert en 2005 avec Andy Gear. Et on a eu la chance de voir les talents de l'époque, dont notre ami Anthony Rea, performer contre Vitor Belfort et contre Santos. Exactement. À l'époque, il y a vraiment très longtemps. Et on avait cette sensation que le MMA était quelque chose d'hyper puissant qui allait submerger l'Europe. Et on avait bien sûr suivi comme les fans un peu plus âgés l'UFC depuis 1997, je pense, avec mon frère, qu'on avait commencé à être surpris. Moi, ma plus grande star, c'était Tankabot pour le côté surprenant du combat et un petit peu old school, je vais l'appeler comme ça. Et donc, on s'est lancé dans la représentation de droits sportifs. En France, ça a été interdit pendant très longtemps. Et en 2020, on a eu la chance d'avoir la légalisation, malheureusement à un mauvais tempo, puisque c'était février 2020. Mais avec une grosse envie de bien faire. Et le Covid nous a d'une certaine manière permis de nous structurer en trouvant d'autres partenaires qu'on avait dans la boucle depuis très longtemps. Et ces autres partenaires, et c'est moi qui ai dit une bêtise, Nico, on est bien 5. Je ne m'étais pas compté, donc mais à coup pas. Donc en plus de mon frère et moi qui sommes spécialisés dans les droits sportifs, mon frère était plutôt spécialisé dans les magazines, puisque Jérôme était le rédacteur en chef de Top Fight, qui était un magazine au début des années 2010, tant que le magazine papier fonctionnait bien. Ouais. On a aussi dans la boucle David Rothschild, qui est un grand producteur français, qui a notamment produit il y a quelques semaines Ed Sheeran au Stade de France, qui a produit Coldplay et qui produit, pour être plus proche du sport, la WWE notamment. Yes. Donc l'idée avec David, c'était de bénéficier de son savoir-faire et d'arriver avec une marque qui soit solide. On a aussi André de Semlien qui est propriétaire et qui a été propriétaire de plusieurs chaînes de télé en France et qui a un gros savoir-faire autour du marketing. Et enfin Orsad Zovko qui est croate et qui a 3 grosses casquettes, on va dire. La première, c'était le manager de Mirko Krokop. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a managé beaucoup de personnes. Il a aussi lancé sa propre marque de sport de combat il y a déjà plus de 10 ans, qui était Final Fight Championship. Et enfin, il est aussi propriétaire du Fight Dome à Las Vegas. D'accord. Donc en fait, ce qu'on a essayé de faire avec Hexagone, c'était de démarrer des shows, mais en le faisant avec sens et avec compétence en interne. Et on pense que ça a été une bonne rampe de lancement. Ok. Donc quand on parle comment on est organisé,
L'organisation, ça a plutôt été l'ajout de différents talents dans notre équipe pour essayer d'avoir une espèce de dream team, dans le sens où on l'appelait, pas seulement autour de l'organisation d'un événement sportif, mais aussi avec tout ce qu'il y a autour d'un événement qui se limite vraiment pas aux sportifs. Une sorte de 5 majeur. Voilà, ouais, là on est plutôt sur le basket, C'est incroyable. mais c'est un peu l'idée en fait. L'idée D'accord. aussi c'était de se dire qu'est-ce qu'on peut faire de bien pour le MMA. Le sport est déjà tellement populaire partout dans le monde et nous on a été un peu sevrés de ce sport qui a été lancé, bon, qui est un sport jeune, hein, puisqu'il a été lancé en 93, mais la France a toujours eu du mal à suivre les nouveautés. Après, le grand plaisir qu'on a eu, c'était de voir que quand même on avait franchi le pas, il y a 2 ans. Donc ça, c'était un point hyper important. Et dans votre question, il y avait aussi un côté sur les valeurs qui est un côté hyper important pour nous. Quand on parle de MMA, on parle d'arts martiaux. Et pour nous, c'est le terme qui est hyper important. Donc on parle de respect, on parle d'honneur, on parle de code. Et toutes ces valeurs, en fait, on veut essayer de les mettre, on veut les mettre absolument dans notre manière de fonctionner. Donc nous, on est plutôt sur l'effort sportif, sur la qualité sportive, que sur des gens qui vont créer des scandales ou faire le buzz, comme on peut dire sur Internet. La vision est plutôt sportive de notre côté que... on va le dire comme ça, on va dire la vision est plutôt sportive. D'accord. D'accord. Ok. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ce qui a provoqué l'annulation du Hexagone à Nice, là, en moment où c'était en plein boom sur le territoire français? Il y avait des événements qui sortaient un petit peu partout. Moi, en plus, je suis du bassin méditerranéen. J'étais sur le point de prendre mes places. Et là, je me suis dit, mince, il n'y a pas d'Hexagone à Nice. Et j'ai pas trop compris parce que il n'y a pas eu trop de communication autour de ça. Est-ce que vous pouvez un petit peu en parler? Oui, bien sûr, on va en parler. Alors, il faut remonter un petit peu plus loin, il faut remonter à février. Donc nous, on a eu l'événement à Reims le 26 février qui a correspondu malheureusement quelques jours après l'invasion des Russes en Ukraine. Sur la carte de Reims, on avait 3 Ukrainiens qui étaient supposés combattre. Pour nous, ça a été très compliqué, autant humainement qu'en termes d'organisation, parce que les 3 combattants avaient pris leur voiture, Ok. ont été bloqués à la frontière, une heure après que le président Zelensky ait demandé aux hommes de rester dans le pays. Et on s'est retrouvé devant une situation de fait, en fait, à remplacer 3 combattants, non pas parce qu'ils ne voulaient pas combattre, mais plutôt parce qu'ils ne pouvaient pas sortir de leur pays. Sur la carte de Nice, on avait 2 Russes, dont un qui était notre main event, Ouais. notre Russe qui était le co-main event, et on avait 2 Ukrainiens. On a eu des problèmes pour changer notre carte à Reims. Et pour Nice, on s'est retrouvé devant le fait accompli, à savoir est-ce que on court dans tous les sens, on fait un peu du n'importe quoi, on rajoute n'importe comment sans vision, ou est-ce qu'on prend notre temps et est-ce qu'on annule? Et on a préféré annuler. D'accord. On a préféré annuler et la décision a été prise, je pense qu'elle a été prise le dimanche, juste après le show de Reims. D'accord. D'accord. Le dimanche, pour pas faire n'importe quoi, et on a préféré prendre le temps de se retourner et voilà, et mieux s'organiser d'une certaine manière, parce qu'avec on avait pris 2 coups sur la tête, on va dire, entre ces gens avec qui on avait beaucoup d'empathie et le devoir de bien faire aussi Ouais, pour je comprends. s'organiser, parce que Ok. quand on parle d'événements, il y a tout ce qui se passe 45 jours, 2 mois avant, et c'est des périodes cruciales. Et se retourner sur du main event et du co-main event pour trouver des gens qui soient solides et pas s'en prendre de tous les côtés, on a préféré faire un pas de recul pour mieux revenir par la suite. D'accord. Donc c'est pour ça, c'est un peu par pudeur que vous n'avez pas si tant que ça communiqué sur le cheminement de l'organisation entre Reims et Dubaï. Je trouve que c'est maladroit de parler de la Russie, des Ukrainiens. C'est ça. Je trouve ça très maladroit et je trouve pas que ce soit ma position déjà d'en parler et d'émettre des jugements. Maintenant, on est des temps après, voilà, du temps est passé, peut-être un peu plus facile, mais quand on est quelques jours après le début de la guerre, je trouve ça trop compliqué sans enchaîner question sur question. D'accord, je comprends. Alors, là,
à quel point c'est important pour vous d'être la première organisation française à franchir le cap d'aller au Moyen-Orient, puis de s'implanter en Europe, parce qu'on a l'impression que vous misez plus sur l'internationalisation, là où d'autres misent justement sur l'expansion plutôt locale. Alors, il y a deux questions dans la vôtre et je vais y répondre assez simplement. Dans le laps de temps qui s'est passé entre l'événement précédent et l'événement de Dubaï, on a eu aussi une réflexion un peu stratégique, à savoir qui nous étions et où nous voulions aller. Alors en fait, qui nous sommes, c'est un petit peu ce que j'ai pu partager avec vous, Nico. Au départ, on est une boîte de distribution de droits sportifs à des chaînes internationales. Donc nos clients, les clients sont des gens qui sont des chaînes de télévision. Hexagon MMA a été diffusé sur une dizaine de chaînes de télé. Quand je parle de chaînes de télé, c'est pas en streaming, ce sont des chaînes qui sont disponibles sur des opérateurs comme Orange, Vodafone, SFR, etc., etc. Et ces clients-là nous ont dit très bien, vous êtes européens, mais vous êtes plutôt des Français. Et nous, ce qu'on voudrait voir, c'est des Européens qui affrontent des Français, qui affrontent des Espagnols, etc., etc. Donc on a pris le temps de réfléchir et on a un peu repositionné la marque. C'est-à-dire qu'au départ, on était 100% français, avec une vision à se dire nos événements auront lieu en France métropolitaine, sur les territoires, pays et départements d'outre-mer. Maintenant, l'idée, c'est d'avoir la moitié des événements qui se déroulent en France. Et quand je parle de France, c'est pas seulement la métropole, c'est métropole et outre-mer. Ça, c'est une importance forte pour nous. Et de faire l'autre moitié des événements à l'étranger. L'idée, c'est de se dire, notre identité est française, mais notre identité est aussi européenne. Et Dubaï s'inscrit dans cette idée-là. L'idée de Dubaï est sortie d'un constat simple, c'est que les Américains ont Las Vegas comme lieu de divertissement. Et au niveau européen, ce qu'on a jugé, c'est que le lieu de divertissement qui attirait le plus les Européens, c'était Dubaï. Dubaï qui est connu pour le pétrole évidemment, mais aussi pour son développement au niveau du divertissement, et on a jugé intéressant d'exporter la marque là-bas pour avoir un rayonnement sur le territoire européen bien plus fort que ce qu'on avait. Et en s'implantant, en démarrant un premier événement à Dubaï, la reprise sur les médias européens est intéressante, le retour des médias français est intéressant, et je trouve qu'on réussit la bonne balance entre garder notre identité, à savoir français et européen, et offrir quelque chose aux chaînes de télé à l'international. J'ai vu que sur la carte, il y a quasiment autant d'Européens que, par exemple, d'Égyptiens, il me semble. Il y a un bon ratio, Oui, il y a un bon... oui. Ok, c'est homogène, quoi. On a essayé de faire ça. Et on a aussi 2 ou 3 vraiment locaux des Dubaïotes qui sont là en tout début de carte, même pour satisfaire un petit peu tout le monde et faire découvrir un petit peu aussi ce qu'est le sport de combat dans d'autres pays. Ouais. Pour quelle raison vous avez fait le pari d'organiser un co-main event et un main event féminin lors de la prochaine édition? Alors, il y a 2 points qui sont intéressants. Pour moi, le sport, quand on parle de sport, c'est l'universalité. Dans l'universalité, il y a l'universalité des continents. Il y a aussi l'universalité hommes et femmes. Et Dubaï est un pays du Moyen-Orient qui célèbre la journée de la femme le 28 août. Et on a trouvé judicieux de célébrer nous aussi les femmes lors de cet événement. Et quoi de mieux pour célébrer le sport féminin et les femmes que de mettre deux événements en tête d'affiche, à savoir le main event et le co-main event. Et le co-main event, puisqu'on a deux ceintures de titre mondial d'Hexagone ce soir-là. C'est incroyable ce que vous dites là. Oui, moi je suis assez enthousiaste. Et le sport féminin, je trouve qu'il a cette fraîcheur que parfois a perdu le sport masculin pour certaines disciplines. Et sur le MMA, je trouve que le MMA au féminin amène une certaine fraîcheur. Il y a peut-être moins de calculs, des fights plus intenses d'une certaine manière, et un autre œil à regarder. Je trouve qu'il y a un intérêt sportif qui est vraiment puissant sur le sport féminin. En tout cas, là, le clin d'œil journée de la femme, main event, co-main event, c'est incroyable. Je savais pas que c'était la journée de la femme là-bas, et c'est vraiment cool. Oui, je trouve intéressant que Dubaï organise une journée de la femme. C'est vraiment que les choses évoluent positivement partout dans le monde pour tout le monde. Donc, tout prend du temps, mais tout avance. Super. C'est quoi les différences majeures qu'il y a entre les deux types d'organisations, à savoir un événement en France et un événement comme ça à Dubaï?
On va dire déjà la salle et la vente de tickets. On n'est pas responsable de la salle, de la production, des lumières, du son et des ventes de tickets. Donc ça allège un petit peu plus le côté pour nous. Après, ça allège d'un certain côté, ça peut créer un stress en plus pour savoir comment le producteur local va faire son travail. Tout va bien se passer, mais c'est vrai que quand on laisse un peu de contrôle à quelqu'un d'autre, c'est toujours un pari et un stress D'accord. supplémentaire. Vous avez travaillé avec qui, justement, pour mettre en On a place cette... travaillé avec un promoteur de boxe qui est à Dubaï depuis 20 ans, qui fait des shows de boxe depuis 20 ans et qui a souhaité se diversifier sur le MMA. Et c'est un producteur avec qui je travaille avec mon autre boîte qui est Fighting Spirit. Donc Hexagon MMA ne part pas à l'aveugle non plus. On part avec quelqu'un qui a organisé de la boxe et qui a aussi invité Manny Pacquiao à venir performer pour les enfants philippins, performer non pas autour de la boxe mais autour du basketball. Ok, ok. Donc Donc, ça va, ça, c'est solide, c'est très solide. oui, c'est solide, c'est solide. Mais c'est pas parce qu'on connaît les gens qu'on n'a pas une petite appréhension sur le moment. C'est normal, c'est normal. Surtout quand c'est la Et première... l'appréhension permet aussi de garder la concentration. C'est un petit peu comme dans les sports de combat, dans le MMA ou n'importe quel autre sport d'ailleurs. baisse pas la garde. Quand on est trop relâché et pas assez stressé, Ouais. il y a peut-être un petit problème. D'accord. Donc là, j'ai vu le prix des places pour Hexagone 4, c'est 250 euros, 450 euros et 650 euros avec nourriture et boissons incluses. Ça représente combien de personnes présentes dans la salle au total? Alors la salle a une capacité de 1000 personnes. Et quand on parle des prix des billets, il y a une petite étoile, c'est l'entrée sèche, c'est-à-dire le billet seul coûte 250 euros en VIP. Donc à Dubaï, quand on parle de VIP, c'est des tables comme aux Pays-Bas avec boissons et nourriture. Les deux autres ventes étaient et sont toujours pour l'hôtel 3 nuits, soit en chambre seule ou soit en chambre double. Ah ouais, ça n'a Donc, rien, ça n'a rien à voir. en Mais fait, ça, c'est c'est pas pas des écrit billets sur le seuls. descriptif, ça. C'est pas écrit? Non, Ça m'étonne un petit, ça fait ça quand m'étonne un petit peu, mais ça je fait- vérifierai. ça fait quand même toute la différence. Ah oui, ça fait une grosse différence, puisqu'à 650 euros, en fait, on a 2 entrées et on a 3 nuits d'hôtel. Ah, ça n'a rien à voir. Ah ouais, c'est incroyable. Plus la demi-pension et le petit déjeuner. Donc D'accord, on n'est pas trop mal. d'accord. On n'est Euh, pas trop mal et c'est important aussi de dire aux gens, mais si vous voulez nous suivre à l'étranger, il y a des opportunités de le faire. Et nous, on essaie de trouver des options pour que ça se fasse, non pas juste pour des privilégiés, mais que ça se fasse un petit peu pour tout le monde en s'y prenant un petit peu en avance. d'accord, je comprends. C'est quoi la suite pour l'Hexagone? Quel est le plan sur le long terme? Alors, c'est une bonne question. Le plan sur long terme, c'est comme j'ai pu vous dire, c'est de faire 6 événements en France et 6 événements à l'étranger sur 2023. Ok, Et quand on parle d'événements en France, on annoncera d'ici pas longtemps quelques villes supplémentaires. Quelques-unes vont surprendre et faire plaisir. vous pouvez en Et donner sur le une ou long deux terme, quand même? bon, il y a toujours Paris. Et les autres, je peux pas les dire parce que c'est tellement surprenant que je peux pas les partager de suite. Ok, Mais voilà, quand on est dans le sud, on aura des opportunités de voir Hexagone MMA pas loin de chez soi. ok. Bon, bah, j'espère que vous reviendrez à Nice, en tout cas, comme ça je pourrai prendre mon billet. Ça me ferait très très plaisir, ça. Ouais, nous aussi. Nous aussi, on aime beaucoup le pays niçois et l'arrière-pays niçois Ouais. qui est extraordinaire. Ok. Parce qu'en fait, Extraordinaire. initialement, la question la réflexion que je m'étais faite, c'est connaissant bien le Nikaya, je suis allé une bonne dizaine de fois. C'est une salle qui est difficile à chauffer. Les gens sont un peu exigeants à Nice. La salle est dure à remplir. Il faut vraiment une grosse tête d'affiche pour la remplir. Et je me suis demandé s'il n'y avait pas eu un problème de billetterie, par exemple, si ça s'était pas rempli assez vite par rapport à l'événement aussi. Et au départ, je pensais à ça, moi. Non, c'était pas ça, parce que en fait, David Rothschild, qui est niçois aussi, et qui est le producteur de l'événement, nous avait mis dès le départ, nous avait expliqué en fait comment ça se passait sur Nice, c'est-à-dire que la moitié des billets sont vendus la dernière semaine. Mm. Et en fait, c'est une manière de faire niçoise, donc ça, c'était pas du tout une crainte ni un frein, c'était vraiment plutôt ce que vous avez pu dire juste avant, c'est-à-dire une fois qu'on a nos main events qui sont annulés, qu'est-ce qu'on fait? Comment on se retrouve et à quel moment on peut faire une communication qui soit correcte. Donc c'était pas ça le souci majeur. Ok. C'est quoi les points forts et les points faibles sur lesquels l'organisation souhaite rapidement évoluer? Alors, le point faible, c'est un petit peu ce qu'on a pu dire, c'était le nombre d'événements qu'on a pu mettre en place cette année, qu'on va changer évidemment puisqu'on a plusieurs dates en préparation et plusieurs dates à communiquer pour 2023 et la fin de saison 2022. Donc ça a été un des freins.
Et le point fort, je pense que c'est vraiment notre exposition internationale au niveau des chaînes de télé. Pour donner un petit goût, un petit idée, on a Eurosport qui nous reprend en Inde, qui est hyper intéressant. On est diffusé sur le Moyen-Orient sur une chaîne qui s'appelle Wata, qui est sur un des plus gros opérateurs locaux. On est repris en République tchèque, on est repris en Pologne. En Allemagne, on est repris en télé gratuite, accessible à plus de 10 millions de foyers. Donc on a vraiment une grosse visibilité à l'international, et évidemment notre partenaire historique qui est RMC Sport en France, une de nos grandes forces, parce qu'on a une relation de confiance et privilégiée avec RMC Sport, et on essaye toujours d'amener le meilleur du MMA pour eux et pour les gens qui nous suivent et pour les fans. Donc Hexagone essaye toujours de surprendre et de faire plaisir. D'accord. Une dernière question par rapport au roster. Est-ce qu'on peut espérer avoir une plus grande fidélisation des athlètes de manière à pouvoir s'identifier un petit peu par rapport au parcours moyen terme? Je pensais par exemple, il y avait Bad Mercouri et Sofiane Belaïd de Marseille qui ont fait une belle prestation. Carla Moussou, il a pris la ceinture. Il y a Greg Baben aussi. Est-ce que Monaf Toui, par exemple, Marie Loiseau, Varela ou Anthony Rea pourraient signer sur du moyen terme et devenir des têtes d'affiche solides? Oui, c'est l'ambition d'Hexagone, c'est de fidéliser les combattants, fidéliser les fans de sport, les fans du MMA. C'est vraiment de créer un système où on n'a pas besoin pour les combattants de partir aux États-Unis pour évoluer, pour s'épanouir et pour avoir des bourses solides. On pourra trouver ça, je l'espère, sur du très court terme chez Hexagone, mais l'idée vraiment c'est de fidéliser tout le monde. Fidéliser tout le monde au sens large en partant des aficionados du sport jusqu'aux clients finaux des chaînes de télé. D'accord. J'ai pas d'autres questions à vous poser, mais si vous avez un message à faire passer, c'est à vous. C'est maintenant. Hexagone MMA a eu une petite pause pour redéfinir redéfinir qui elle était. Là, on est de retour sur le devant de la scène et on est là pour rester longtemps et surprendre. D'accord. Alors, avant de se quitter, je vous rappelle que Hexagone MMA aura lieu le 28 septembre à Dubaï, au Heavy Fitness. Vous pouvez prendre vos places sur le site du Hexagone MMA. Je vais faire un bref récapitulatif des points forts de la carte, si vous permettez. En co-main event, on aura la Française Marie Loiseau du NR Fight et qui sera opposée à Eleni Mitilinakis. Pour le main event, on aura Monaf Toui, donc très solide, un 4-2 en strawweight contre Samantha Jean-François, 5-6, et qui n'a qu'une seule décision dans son Sherdog, donc ce sera forcément un combat très engagé avec un probable finish. Sur la carte, on retrouve Anthony Rea, donc sur ses 20 derniers combats, c'est 18 victoires et seulement 2 défaites, et c'est seulement 2 décisions. Ouais. D'ailleurs, en 53 combats, il a 4 décisions au total, donc voilà, là il y a beaucoup d'actions prévues. C'est contre Mohamed Ledwansi, Sofia Bougamoun, qui revient après une victoire au Hexagone MMA 3, 8-5, il affrontera Abdelghani Saber, égyptien invaincu, 5-0. Encore une opposition qui va être très attractive. Sofiane, il a déjà croisé la route de William Gomis. Il a une récente victoire sur David Tonatu-Kroll. Une dynamique positive pour les deux combattants, donc ça promet encore un beau combat. En ouverture de carte, on a un beau clin d'œil parce qu'on a un Américain qui vit à Dubaï. Il est à 1-0 en pro. Il affrontera Karim Mossen, lui aussi à 1-0. Donc pour ceux qui sont sur place, vous n'avez pas d'excuses. Avant de se dire au revoir, pouvez-vous me donner l'heure à laquelle commence l'événement, s'il vous plaît? L'heure va commencer en local à 8h. Donc 6h en France. Sera disponible sur Twitch gratuitement. La précarte est gratuite sur Twitch grâce à RMC Sport et on peut les en remercier très fortement. Super. Disponible tant que l'horaire de diffusion n'est pas autorisé en Pay TV, en télé payante ou en télé gratuite. Et à 20h30, le début de la carte sera disponible sur RMC Sport. Et c'est Anthony Rea qui ouvrira le show à 20h30. Le grand retour d'Anthony, qui est un des combattants historiques et, comme vous avez pu dire, qui reste vraiment sur un palmarès 18 victoires, 2 défaites pour ses derniers fights, qui est assez impressionnant. Anthony est très motivé. Et en plus de ça, il est quelqu'un qui est très agréable et qui porte bien les valeurs des arts martiaux. Donc j'espère que tout se passera bien pour lui. Bien évidemment, ça reste du sport, donc tout est possible, fort heureusement. Et on espère aussi que les deux main events amèneront l'intensité et les certitudes qu'on attend dans la cage. J'ai pas de doute là-dessus. Alors Pourru, merci beaucoup pour votre temps et votre disponibilité. Je vous souhaite beaucoup de réussite, beaucoup de succès et de plaisir avec cette aventure, avec cet event et avec l'aventure Hexagone MMA.
Voilà, MMA Club, c'est terminé. Merci à toutes et à toutes pour votre écoute, vos likes, vos partages et vos encouragements. Et comme d'habitude, je vous fais des gros bisous.